Nicolas, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, on va parler pendant un certain moment de bourse, de marché financier ensemble, et évidemment de votre vision des perspectives de ceci. Mais avant, j'aimerais avoir votre sentiment, Nicolas, à propos de cet engouement d'une bonne partie des particuliers pour la bourse. Un engouement qui est né avec la crise de 2020 et ces particuliers ont fait irruption sur le marché boursier sans aucune expérience pour beaucoup. Avec un certain à-propos, ils ont profité de l'effondrement des cours pour rentrer. Cela étant, quand on observe un peu les comportements de ces mêmes particuliers, on a l'impression, en tout cas moi je l'ai, peut-être est-ce dû à l'âge, et je gatifie un petit peu, j'ai l'impression qu'on est dans la machine à remonter le temps et que ce qu'on est en train de vivre rappelle furieusement 2000. Alors Vincent, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on étudie les marchés financiers sur les 100 dernières années, s'il y a bien une chose qui n'a pas changé, c'est le comportement et la psychologie des investisseurs. Effectivement, comme en l'an 2000, et puis aussi dans une moindre mesure comme en 2008, on a assisté à un effondrement des cours très rapide avec certains indices qui ont perdu 40 à 50% en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Et cette forte chute des prix a donné envie à des investisseurs de profiter d'une éventuelle opportunité d'acheter des actions et de se constituer des portefeuilles à moyen long terme. Et cela s'est fait dans des proportions assez hallucinantes parce que eh bien, les gens étaient confinés chez eux, donc n'avaient que ça à faire. Donc on avait d'une part les gens qui voulaient profiter de la forte chute des prix, puis d'autre part des gens qui s'y sont intéressés tout simplement par curiosité. Par des œuvrements quasiment. Peut-être bien, malheureusement, certaines personnes qui n'avaient pas de fonds se sont dit ce sera peut-être un moyen de gagner un petit peu d'argent. Donc c'est vraiment une situation très particulière. On a des centaines de milliers de comptes qui ont été ouverts en France. On a des millions de comptes boursiers qui ont été ouverts aux États-Unis, notamment chez de très nombreux courtiers, eToro, Revolut, Robinhood, donc des courtiers faciles d'accès avec des tarifications très basses et avec des applications mobiles qui sont très faciles d'utilisation. On a donc eu en 2020, je dirais, à partir de mars, une entrée massive de particuliers pendant 6 mois, dont une partie étaient des jeunes peu avisés, mais une autre partie était peut-être des gens un peu plus curieux, mais renseignés et qui ont constitué des portefeuilles pendant 6 mois. Et après cela, en fait, on a vu une seconde vague d'entrée de particuliers, notamment des très jeunes. Et depuis à peu près 6 mois, on peut constater que ces jeunes sont présents sur les réseaux sociaux, sur les forums. Et contrairement à des personnes peut-être plus âgées qui se sont dit je vais constituer un PEA dans une optique de moyen-long terme que je vais garder pendant les 5 à 10 ans parce que je viens de profiter d'une opportunité historique, une bonne partie des particuliers jeunes et moins jeunes qui s'y sont mis, on va dire, sur les 6 derniers mois, sont dans une optique d'ultra spéculation. De gains rapides, immédiats quasiment. De gains rapides, de volatilité extrême, et donc ils sont allés sur toutes les classes d'actifs les plus volatiles ces 6 derniers mois. Quelques petits exemples. En fin d'année dernière et en ce début d'année, on avait les SPAC, qui sont les nouveaux véhicules d'introduction boursière aux États-Unis, qui ont même dépassé d'ailleurs les IPO, les introductions classiques. Les SPAC ont littéralement explosé en fin d'année dernière et en ce début d'année, puis la bulle s'est littéralement dégonflée. On a eu exactement la même chose sur les IPO, qui ont cartonné en début d'année, puis ensuite c'est complètement retombé. On a eu la même chose sur les most shorted stocks, c'est-à-dire les actions qui étaient les plus vendues par des fonds d'investissement, et on se rappelle de GameStop, qui avait explosé à l'époque, et d'ailleurs on a un nouvel épisode ces derniers jours avec AMC, dont l'action s'est littéralement envolée. Ce sont les petits contre les fonds. Et puis on a également les cryptos où on a eu une vague d'adoption absolument phénoménale, un petit peu avant l'introduction de Coinbase, qui est une des plus grosses plateformes au monde. Je crois que plus de 50% des personnes qui détiennent du Bitcoin ont un compte chez Coinbase. Et pour te donner un chiffre, en 2018, Coinbase avait 28 millions de clients. En 2020, au premier trimestre, ils ont ouvert 25 millions de comptes.
Donc un afflux considérable. Donc un afflux considérable alors que les prix étaient déjà relativement élevés. Et donc on a des personnes qui ont fait de très forts gains en l'espace de quelques semaines, sauf qu'ils ont été rappelés à l'ordre le mois dernier avec une chute de 50 à 90% de la plupart des crypto-monnaies. Donc tous ces investisseurs qui sont arrivés rapidement sur le marché fleur au fusil, qui ont fait beaucoup d'argent très vite sur les SPAC, les IPO, les most shorted stock et les cryptos, eh bien s'ils n'avaient pas les connaissances de base sur les prises de bénéfices, sur les stops de protection, sur la diversification et surtout l'utilisation de l'effet de levier, eh bien beaucoup d'entre eux en ont souffert. Je dirais même que, voire certains, se sont fait littéralement plumer. Mais il y a une croyance tout de même chez beaucoup d'entre eux, quand on regarde un peu ce qui est posté à droite à gauche, c'est que, bon, ces épisodes sont malheureux, mais que ça va repartir. Alors, ces derniers mois, c'est vrai que tous les creux de marché ont été payés et tous les indices de la planète montent de concert sans consolidation. Et en fait, c'est un faux semblant, parce qu'on a d'un côté les investisseurs qui voient certaines classes d'actifs ou certains pans du marché chuter, mais qui se disent les indices continuent leur course, donc ça devrait rentrer dans l'ordre et ça ne peut que monter, puisque de toute façon, nous avons des soutiens inconsidérables. Sauf que ces soutiens pourraient venir à se tarir dans les mois qui viennent, et ce qui pourrait engendrer peut-être des soubresauts et de la volatilité sur les marchés. D'autant plus qu'on arrive sur des niveaux de valorisation qui sont désormais relativement élevés, qu'on a un petit peu le tournis sur les indices, et que se dire que ça va continuer comme ça ad vitam aeternam m'apparaît un peu illusoire. Bon, on va évidemment aborder la question des perspectives, mais est-ce qu'il ne faudrait pas tout de même tordre le cou à une idée assez répandue, celle qu'on peut faire de l'argent très très vite en bourse, et cela durablement? Parce qu'on a des chiffres qui montrent qu'en fait, quand on trade et qu'on est particulier, ben, on a plus de chances d'appartenir au camp des perdants, des losers, qu'à celui des gagnants. C'est vrai, et pour cela, il suffit de regarder les chiffres qui sont publiés tous les trimestres par les principaux courtiers européens, notamment les courtiers sur les produits CFD, qui sont des produits qui permettent de prendre justement de l'effet de levier et de trader les monnaies, les indices, les actions et parfois les cryptos. Or, chez ces courtiers, nous avons tous les trimestres 75% de perdants. Et quand on fait le bilan, en fait, sur 1 an ou 2 ans, on a pratiquement 90% de perdants. Tout simplement parce que c'est un métier qui demande connexion longue, outils, rigueur, règles, et que on peut effectivement, avec de l'effet de levier, faire des gains très rapides, mais on peut aussi les perdre. Donc si vous n'avez pas les connaissances nécessaires et que, comme tout le monde, vous essayez d'aller chercher un maximum de performance, vous allez perdre. Et c'est amusant parce que ça me rappelle un peu ce que disait Warren Buffett. En fait, c'est ennuyeux de devenir millionnaire parce que ça prend du temps et c'est lent. Mais en fait, aujourd'hui, on a d'un côté 90% de perdants dans le trading, alors que l'on sait très bien, lorsque l'on étudie les chiffres historiques, notamment le S&P 500 sur les 100 dernières années, lorsqu'on a un investisseur de long terme qui reste dans le marché plus de 15 ans investi, on a 95% de gagnants. Donc l'argent facile, 90% de perdants. L'argent facile mais plus long terme, Donc 95%. c'est un éloge de la lenteur, en fait. C'est un éloge de la lenteur et à te dire vrai, moi-même qui voilà, n'ai plus 20 ans, j'ai passé ces 10-15 dernières années de bourse à m'intéresser à tous les produits de bourse, à des marchés volatiles et à effectivement les produits CFD, le Forex, etc. Et je me suis rendu compte qu'à part certains clients qui adoptent une rigueur vraiment très forte et qui arrivent à faire des gains dans le temps, c'est une industrie qui a plutôt tendance à détruire de la valeur. Il y a un phénomène que j'aimerais qu'on développe un petit peu, c'est celui de la gamification. Nicolas, tu l'évoquais. On a assisté à la floraison d'un tas de courtiers qui proposent finalement du trading joyeux, ludique, et à des prix imbattables. Mais quand on a des prix écrasés,
c'est généralement qu'on paye d'une certaine façon. Alors, où est le loup? Effectivement, quand c'est gratuit, généralement, c'est vous le produit. Et c'est le cas, et c'est assez caché chez certains courtiers. Alors on a pu creuser ces derniers temps effectivement pour savoir comment par exemple Robinhood, qui était une des plateformes les plus utilisées et les plus ludiques, se rémunérait. Déjà, bon, concernant cet aspect de la ludification, il faut absolument que les autorités fassent quelque chose, parce que là on a vraiment l'impression d'être sur un jeu vidéo. Ce qu'il y a, c'est que pour ces jeunes, il y a une porosité entre les jeux vidéo et les applications de trading. Pour eux, on est pratiquement dans la même chose. Donc il va falloir absolument réguler à ce niveau-là. Pour ce qui est de la rémunération de ces courtiers-là, bah, c'est simple. Robinhood va par exemple utiliser l'ensemble du cash qui est sur les comptes des clients pour pouvoir le placer et toucher une faible rémunération avec les taux d'intérêt, ou bien les placer peut-être sur des produits plus risqué, nous le verrons peut-être d'ici quelques années. Ensuite, il y a l'utilisation des données. Donc effectivement, on a des fonds d'investissement qui font du suivi de tendance, qui vont vouloir savoir quand une tendance commence à se dessiner sur un titre, et eux vont pouvoir rentrer plus rapidement et plus fort et vont pouvoir en profiter. Et sachant qu'il y a un flux continu de particuliers qui va arriver derrière, ça veut dire que ça va jouer dans leur sens et leur permettre d'être beaucoup plus rapidement gagnants. Ou bien de faire l'inverse, et de voir que sur une société, par exemple, qui va mal, on a un flux acheteur spéculatif qui est très fort, et de se mettre en face pour profiter des positions des clients et jouer la baisse et jouer un retour à la normale. Et parce qu'ils ont l'information, bah justement, ils vont être la contrepartie de ces particuliers. Donc c'est une industrie qui est encore un petit peu opaque, où il va falloir absolument réguler, informer le particulier sur ce qu'il est en train de faire. Et espérons-le, soit ces courtiers vont évoluer vers quelque chose de plus sérieux, soit les clients comprendront d'eux-mêmes qu'il faudra aller vers des courtiers qui ont pignon sur rue et qui sont un peu plus qualitatifs. Autre phénomène concomitant, le trading social. On l'a vu avec GameStop. Les particuliers ont réussi tout de même un coup assez fabuleux, c'est-à-dire à se liguer et à contrer des fonds dont la puissance de feu est généralement suffisante à calmer les ardeurs de ces mêmes particuliers. Et là, ça n'a pas été le cas. Finalement, l'arroseur a été arrosé. Est-ce que ce trading social n'est tout de même pas une donnée qu'on est obligé d'intégrer aujourd'hui, qu'on soit investisseur ou particulier ou professionnel, pardon, parce que c'est une donnée qui est là pour longtemps. Alors ça, c'est sûr que c'est un avènement, je pense. Pour la première fois, on a des influenceurs. On peut parler d'Elon Musk après, qui peut influencer la bourse, mais on a aussi des groupes de particuliers qui peuvent influencer. On a un forum très connu qui est celui de Reddit. J'ai l'impression, pour caricaturer, que c'est David contre Goliath, que c'est un petit peu les gilets jaunes contre le capitalisme. C'est-à-dire que là, on a une révolution du peuple qui se dit, nous avons des fonds vautours, on les appelle comme ça parfois, qui veulent jouer sur les faillites de société. Eh bien, nous, particuliers, allons nous liguer ensemble pour mettre une claque à ces fonds vautours, les forcer à racheter leurs positions vendeuses, et parfois dans des proportions assez folles. Hein. GameStop, AMC récemment, on a des cours qui, comme ça, peuvent être multipliés par 10 en l'espace de quelques séances. Et je pense que les fonds d'investissement, les grandes banques l'ont compris. Tu me demandais si ça allait rester, si ça allait avoir un impact. Ça a un impact très fort, puisque il y a quelques mois, quand il y a eu l'affaire GameStop et qu'on a vu les cours de cette action s'envoler, on a vu toutes les actions du marché les plus vendues des différentes places, comme Unibail par exemple, et Klépierre en Europe, plein de positions de toutes les valeurs européennes et américaines les plus vendues ont connu des envolées spéculatives. Des rachats de short? Des rachats de short massifs, provoqués par des investisseurs pros qui ont peur de se prendre le mouvement des particuliers, parce que c'est vraiment, tu sais, c'est l'histoire de tous les petits poissons qui, eux, ensemble, font un gros poisson plus gros que le requin, quoi. Donc,
C'est très intéressant, c'est nouveau et c'est là pour durer. Je pense que le poids des particuliers lorsqu'ils sont ligués ou le poids des influenceurs via les réseaux sociaux sont des nouvelles données sur les marchés qu'il va absolument falloir prendre en compte. Ouais. Cela dit, les autorités de marché seront toujours plutôt du côté des institutionnels que des particuliers. Oui, 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 bah on l'a vu sur GameStop avec Robinhood qui avait arrêté les cotations, peut-être pour protéger le fonds Citadel qui était short sur GameStop, peut-être parce que Citadel, au plus grand des hasards, est actionnaire de Robinhood. Bref, un petit micmac un peu On particulier, serait peut-être un peu dans le conflit d'intérêts. peut-être, dans lequel les autorités ont laissé faire pour le moment. Donc on Ça verra aussi, parce ça que interroge un petit peu. il y a eu des class actions, il y a des procès en cours. On a hâte de voir justement comment les autorités vont se dépatouiller là-dessus et à qui elles vont donner raison. Donc, tu as dit qu'il fallait avoir tout de même une approche plutôt lente quand on cherchait à s'enrichir et à constituer un patrimoine. Est-ce qu'une des premières conditions, c'est tout de même pas de définir son tempérament? Et une fois qu'on a défini son tempérament, une stratégie ad hoc. Totalement. Puisque si nous avons 500 000 investisseurs français, nous avons 500 000 profils. On a des bons pères de famille, des têtes brûlées, certains qui vont adorer les petites valeurs, d'autres uniquement les valeurs à dividendes. Ça dépend de l'âge que l'on a, du tempérament effectivement que l'on a. Donc, il y a besoin, avant de constituer un portefeuille, de faire une introspection. Et de- un petit peu comme si on allait voir le psychologue et de se poser des questions. Est-ce que je veux investir à 5 ans ou à 15 ans? Est-ce que je veux des grosses valeurs ou est-ce que je veux des petits dossiers parce que j'anticipe qu'à 10 ans, cela devienne des leaders? Et puis ensuite de définir peut-être des poches dans le portefeuille. Une poche ETF afin d'être un investisseur passif et de se laisser porter tout simplement. Alors ça peut être des ETF MSCI World pour tout simplement Alors, on répliquer. rappelle ce que sont les ETF, peut-être d'abord, Oui, pour tous donc ceux qui ne connaissent pas. Donc les ETF, ça va être des produits qui vont être des paniers de valeurs et ça va être le moyen de s'investir sur une classe d'actifs, sur l'ensemble des indices de la planète ou seulement certains indices ou seulement certains secteurs. Et donc, on va pouvoir mettre un ETF Nasdaq parce qu'on se dit qu'à 10-15 ans, les valeurs technologiques vont continuer de s'apprécier, tout comme on peut mettre un ETF sur l'eau ou un ETF sur les énergies renouvelables, par exemple. Donc avoir une partie ETF me semble une bonne chose afin d'être vraiment passif et de ne pas faire de la recherche. Après, souvent, tu sais, tu as des investisseurs qui disent j'ai travaillé chez Total ou Saint-Gobain ou un autre, ou j'ai un ami qui travaille Mhm. dans telle société qui se développe. Donc, il y a un aspect sentimental en quelque sorte qui va rentrer en jeu et on va bien aimer avoir deux, trois valeurs sentimentales dans son portefeuille ou des valeurs à gros dividendes de qualité dont on se dit qu'elles seront encore là dans 10-15 ans. Je pense d'ailleurs que c'est la question à se poser quand on met une action ou un ETF en portefeuille, c'est est-ce que je pense que ça, dans 10 ans, ce sera toujours là et ça, ce sera apprécié? Voilà. Parce que si aujourd'hui des investisseurs faisaient ça avec certaines petites valeurs ou certaines cryptos, je ne pense pas qu'ils rentreraient ça dans leur portefeuille. C'est vrai que parfois il faut juste ramener les choses à de justes proportions et se poser des questions très prosaïques. Donc on peut avoir des ETF, des grosses valeurs, et puis après une petite poche un peu plus spéculative si on a plus de temps. Et tu disais, avant que je ne t'interrompe, un ETF MSCI World qui permet de s'exposer à toutes les actions mondiales. C'est ça, tout simplement. Et par contre, règle incontournable, on programme ses investissements pour lisser les points d'entrée, en fait. Effectivement, c'est tout le concept du dollar cost average, c'est de dire je ne peux pas attraper les points hauts et les points bas. Tu as même une statistique qui compare la performance d'un investisseur qui a été investi ces 30 dernières années et la performance d'un investisseur qui a attendu que la bourse baisse de 10% pour pouvoir en acheter. Or, il y a des séquences dans les années 90 où tu n'as pas eu de baisse de 10% pendant des années. Donc, tu ne rentrais jamais. Et c'est là où le dollar cost average permet de dire je ne sais pas timer la bourse, personne ne le sait depuis 100 ans, donc je vais acheter que ça monte ou que ça baisse, puisque c'est la tendance de fond qui m'intéresse. Alors, personne ne sait à quel moment rentrer de façon très opportune, mais tout le monde se pose tout de même la question de savoir si c'est toujours le moment d'y être. Donc, ça nous amène à la question des perspectives. Nicolas, je ne vais pas faire mystère de ton opinion. Tu ne crois pas au scénario de la reflation heureuse qui trouve tout de même quelques arguments avec des indicateurs d'activité qui se redressent un peu partout dans le monde et de façon spectaculaire, notamment aux États-Unis. Cette reflation, c'est-à-dire cette croissance couplée à une reprise
modérée mais réelle de l'inflation, tu n'y crois pas. Alors qu'on a également des chiffres d'inflation qui se tendent partout. Et cette inflation, pour le coup, tout le monde peut la toucher du doigt. Alors, disons que c'est plutôt sur la notion de durée que je suis un petit peu dubitatif sur ce qu'il se passe en ce moment. Va-t-on avoir une reprise puissante de la croissance et pérenne, et va-t-on avoir une reprise pérenne également de l'inflation? Et sur ces deux sujets, j'ai plutôt tendance à suivre les anticipations des banquiers centraux ou encore de l'OCDE, qui nous disait hier que certes on attend des croissances fortes, mais qui devraient retomber en 2022. Je pense que là on est dans un doux rêve bleu actuellement. Nous sommes au plus haut sur tout, des indices qui sont au plus haut, des anticipations de croissance et de résultats qui sont au plus haut, des anticipations d'inflation qui sont au plus haut. Et j'ai l'impression que on est peut-être au plus haut du plus haut sur toutes ces estimations et anticipations et qu'en fait ça n'ira pas plus haut et que ça ne peut d'ailleurs que peut-être se retomber, voire se niveler. Mais qu'est-ce qui alimente cette réserve chez toi? Alors plusieurs choses. On peut prendre les anticipations de la Fed qui a quand même de belles anticipations économiques et de grands spécialistes qui bossent en son sein et qui anticipent qu'on ait tout simplement un pic d'inflation sur les mois en cours, qu'on soit peut-être d'ailleurs sur un pic là en ce moment même où on parle sur avril, mai, juin, puis qu'ensuite cette inflation retombe et se normalise et redevienne en fait normale à partir du deuxième semestre de 2022. On a... D'ailleurs, on a un graphique qui apparaît, c'est un graphique produit par les chercheurs de Bank of America. qui ont exactement la vue de la Fed, en fait, selon laquelle, en avril, nous aurions connu là le pic d'inflation, plus de 4% d'inflation aux États-Unis sur rythme annualisé, mais que derrière, cette situation devrait se normaliser et que, certes, on va avoir encore de l'inflation, une inflation forte et une croissance forte dans les 3 à 6 mois à venir, mais pas dans les 3 ans à venir. Donc, Les pénuries de main-d'œuvre que l'on constate notamment aux États-Unis ne t'alarment pas. c'est du temporaire. Tout ça, c'est du temporaire, je pense. Et les matières premières? C'est temporaire également. Le prix du bois de construction a fait x8 en l'espace d'un an. Il est passé, il est passé de ses plus bas des 10 dernières années à des records historiques. Et aujourd'hui, pour construire une maison en bois aux États-Unis, ça coûte 100 000 dollars de plus. Pour une maison de 500 000 dollars, ça coûte 100 000 dollars de plus qu'il y a un an. On a eu un effet sur les matières premières d'une spéculation très forte, en fait, si tu veux. C'est là où je m'insurge un petit peu par rapport au discours ambiant. Un graphique qui a été réalisé par Bloomberg récemment, qui calcule depuis le début de l'année si le prix des matières premières est dû à une forte augmentation de la demande ou à de la spéculation boursière. Or, 80% de la hausse des matières premières sur ces 5 derniers mois est due à la spéculation et non pas à une si forte demande. Alors oui, il va y avoir de la demande, il y a de la demande et on est un peu coincé dans les semi-conducteurs où on a des pénuries, secteur bien particulier. Il y a l'automobile aussi où ça coince un petit peu, ça peut coincer quelques mois. Il y a les restaurants aux États-Unis où effectivement les salariés à bas coût se battent un petit peu pour essayer de grappiller un peu plus. Mais je pense que ce sont des épiphénomènes, des épisodes de court terme qui devraient se normaliser. Alors peut-être pas dans les semi-conducteurs, mais dans le reste, les tensions devraient s'évaporer, les tensions inflationnistes devraient s'évaporer, les matières premières consolidées. Et en fait, si les matières premières consolident, on nous dira, ah, les anticipations d'inflation se calment. Ah, puis du coup, on aura moins de tensions sur l'inflation, les taux et les politiques de banque centrale. Mais ça veut dire que tu ne crois pas, par exemple, au succès du plan Biden qui vise notamment des dépenses majeures dans les infrastructures, ce qui pourrait avoir un impact sur la demande de matières premières. Oui, oui, oui. Et c'est pricé. C'est-à-dire que les opérateurs anticipant les plans de relance massifs aux États-Unis ont acheté des matières premières, ont spéculé dessus, Tout ça est partant du d'ores principe. et déjà dans les Ah prix. ben oui, en fait, le marché a 6, voire parfois 9 mois, 12 mois d'avance. Il faut se rappeler que en avril-mai dernier,
on est en plein confinement, les marchés font un point bas. À l'heure actuelle, un an plus tard, les marchés ont joué cette très forte croissance, cette hausse des matières premières, ce retour de l'inflation, cette croissance historique en 2021. Et maintenant qu'on va ouvrir les portes et qu'on va laisser les gens reprendre leur vie, etc., je pense que ça va être l'effet inverse. Les marchés vont se dire, oui, mais dans un an. Et dans un an, justement, c'est cette retombée de la croissance, cette retombée de l'inflation, cette normalisation que j'anticipe, qui me font penser que les marchés feront de même et se normaliseront. Mhm. D'ailleurs, si tu regardes les 10 départs de marchés haussiers, donc on parle de démarrage après des cracks majeurs. Si tu regardes les 10 départs de marchés haussiers sur les 100 dernières années, tu verras que la première année est toujours une année absolument phénoménale. Et la deuxième année, c'est une année de fluctuation horizontale, parfois en finant positif, parfois en négatif, mais avec une année où on va se chercher. Et j'ai l'impression que cela pourrait devenir le cas dans les semaines, les mois qui viennent, où on pourrait avoir des marchés beaucoup plus dans des latéralisations que dans des hausses continues, d'autant plus qu'on va aborder la période estivale qui, on le sait, est quand même beaucoup plus calme et parfois le terrain de petits accidents boursiers. Bon, donc ce que tu dis, c'est que toutes les anticipations sont au plus haut, que les marchés eux-mêmes sont correctement valorisés. Ben, on a un graphique de la capitalisation boursière mondiale qui est plus qu'éloquent. Ouais. On est au pinacle, ni plus ni moins, et que finalement cette reprise procède évidemment d'un rattrapage, mais que la normalisation va faire que, si je comprends bien, on retourne à la configuration de la fin 2019. C'est-à-dire, quand on se disait, ben, on arrive en fin de cycle. Mais C'est ça ton idée? c'est ça mon idée, c'est que on a des cycles économiques et boursiers, alors qui sont de plus en plus courts, mais qui sont généralement de 8 à 10 ans. Et en 2019, ça faisait 11 ans qu'on était dans le cycle économique et boursier le plus long de l'histoire. Et en 2019, les banques centrales ont voulu étirer ce cycle le plus longtemps possible. Pour moi, on ne peut pas dire qu'on a eu une fin de cycle et qu'on est au début d'un nouveau cycle. En fait, pour moi, on a eu un trou d'air dans la fin de cycle et on est en train d'y revenir. Donc, On est en train de revenir exactement au point de départ. par conséquent, les scénarios de nouvelles 30 glorieuses, de nouvelles années folles, n'ont pas de crédit auprès de toi. Non, ça c'est une douce espérance ou une vaste blague, je ne sais pas. Alors après, ça c'est un sentiment personnel aussi par rapport à nous Français, puis peut-être aux chefs d'entreprise que j'ai l'habitude de côtoyer. On avait l'impression que les particuliers avaient beaucoup épargné, que ça allait être l'euphorie, qu'on allait tous sortir, tous dépenser. Alors oui, on va payer des vacances un peu plus chères, oui, on va retourner au restaurant et y aller un petit peu plus que de mesure, pendant quelques semaines. Mais qu'est-ce qu'on peut constater sur l'épargne massive qui a été faite, les 100 à 200 milliards qui ont été mis de côté par tous les particuliers dans les plus grands pays de la zone euro? C'est qu'ils ont massivement épargné, parce qu'ils ne sont pas confiants sur l'avenir, sur la capacité des États à pouvoir gérer l'après-crise. Il faut quand même rappeler, en tous les cas pour la France, que là, on va couper petit à petit des aides. Je vois ça un petit peu comme un avion en papier qui volait parce qu'on avait mis un gros ventilateur derrière. Là, on va couper le ventilateur, on va voir si l'avion plane de lui-même. Mais es-tu sûr que le ventilateur soit coupé? Puisque on peut se demander si les banques centrales n'ont pas d'autre choix que de poursuivre la fuite en avant. Eh bien, c'est là où, contrairement à beaucoup d'analystes et économistes qui pensent que la croissance et l'inflation vont continuer et qu'on va rentrer dans un cycle de tapering relativement fort pour arriver à terme à des hausses de taux en 2023-2024. Alors, tapering, c'est la réduction des achats d'actifs par les banques centrales. Je pense qu'on va beaucoup en parler. Mhm. Je pense qu'on va peut-être même l'enclencher. Et derrière, les marchés vont nous rappeler que aujourd'hui, les cours du MSCI World, les cours de la capitalisation boursière mondiale sont 100% corrélés à la liquidité des marchés. Tu retires de la liquidité, les marchés baisseront. Donc on ne peut tout simplement pas le faire. En fait, on se retrouve donc comme en 2018, où en 2018, on nous disait
on va arrêter tous les programmes de quantitative easing et on va remonter progressivement les taux puisque tout va bien dans le meilleur des mondes. Et à ce moment-là, 2018, qu'est-ce qui se passe? Les marchés perdent 20%, les banquiers centraux sont tous obligés de soit relancer des plans de quantitative easing, soit des plans de baisse de taux. Donc je pense que dans les 1 an qui viennent, on va nous parler tapering et hausse de taux. On va peut-être avoir certaines banques centrales aux États-Unis qui vont opérer des petites réductions des achats d'actifs, mais on va continuer d'acheter des actifs. Et au moindre accident de marché ou macroéconomique, sait-on jamais un nouvel épisode Covid, je ne nous le souhaite pas, on reviendra aux bonnes vieilles recettes d'avant, on augmentera les QE et on laissera les taux là où ils le sont pour un bon bout de temps. Mais tu te rends bien compte, Nicolas, qu'avec cette analyse, tous ceux qui t'écoutent, et notamment ces jeunes investisseurs, ne peuvent que se dire, on a un filet de sécurité qui est là pour nous rattraper si d'aventure les marchés dévissent. Oui, c'est pour ça. Alors attention, hein, parce que cette pensée, on l'a eue en 2019. 2018, on parle de tapering de hausse de taux, les marchés se cassent la figure, puis les banquiers centraux reviennent en soutien et on repart à la hausse. Et fin 2019, début 2020, tout le monde disait les banquiers centraux sont là, il peut rien arriver. On a eu le Covid, on a perdu 40%. Alors certes, c'est un signe noir, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas anticiper, mais ça prouve bien qu'ils sont là et peuvent nous sauver dans une certaine mesure, mais pas dans tous les cas. Et je pense effectivement que c'est un filet de sécurité, et c'est pour ça que si un accident de marché arrivait, si on avait une correction boursière de 15 à 20%, maintenant que l'on sait que les banquiers centraux n'ont d'autre choix que de mettre la main à la poche et de soutenir les marchés, plutôt que de se dire ah on est face à un nouveau crack et il ne faut pas y aller, on se dirait ah je peux payer 15 à 20% moins cher, il est peut-être temps maintenant de rentrer sur le marché. Dans une de tes récentes vidéos, Nicolas, tu disais que le contexte de marché n'était pas favorable aux investisseurs buy and hold, c'est-à-dire ceux justement qui achètent des titres et qui s'assoient dessus et qui attendent patiemment que ces titres créent de la valeur pour les enrichir. Ouais. Et qu'il fallait être plutôt agile. Euh, Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec tes préconisations justement d'investissement dans la durée? Alors ça dépend. Si on veut faire du long terme et ne pas y toucher et être en passif, on peut faire du buy and hold. Mais dans ces cas-là, on est d'accord que on se laisse faire en quelque sorte s'il y a une correction majeure qui se met en place. Parce qu'on est vraiment dans une politique long terme d'investissement. Le problème, c'est qu'il y a peu de gens qui font ça. La plupart des gens ne sont pas sur du vrai buy and hold long terme de 10-15 ans. Ils sont plutôt dans de l'investissement actif sur quelques années. Si tu avais acheté du Airbus avant la crise, que tu n'as pas bougé, tu perds toujours 15%. Si tu étais un investisseur agile qui est sorti d'Airbus avec une perte et qui en a racheté 50% plus bas, aujourd'hui tu es largement en gain. Donc ce que je dis simplement pour les investisseurs qui souhaitent être un petit peu plus actifs et qui ne sont pas simplement des investisseurs passifs en DCA ou en buy and hold, pour l'investisseur un peu plus actif, je pense que dans les mois à venir, il va falloir être agile. Agile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on sent qu'il y a vraiment de l'euphorie en période estivale, qu'on va peut-être couvrir son portefeuille, qu'on va peut-être encaisser des gains, qu'on va peut-être remonter ses stocks de protection, se mettre des barrières sous lesquelles on va sortir une partie de ses avoirs en se disant je me donne un petit temps pour savourer mes gains et pour revenir plus bas. Et je pense qu'en adoptant cette attitude, on va réussir à surperformer le marché et à faire mieux. Donc maintenant, ça dépend si tu veux être actif ou passif, si tu veux à la marge essayer de battre les indices ou tout simplement te laisser porter. Puisque la majorité des investisseurs sont plutôt des gens qui cherchent à profiter des mouvements de marché, quel type d'investissement leur recommander aujourd'hui? Est-ce que il faut qu'ils constituent une réserve de cash au fur et à mesure que les cours montent, c'est-à-dire qu'ils prennent leurs gains progressivement pour profiter d'une correction? Et s'ils veulent profiter de la poursuite du mouvement haussier, vers quel type de thématique doivent-ils se tourner? Alors, pour ceux qui sont déjà investis, je dirais qu'actuellement, ce sont les chaises musicales. C'est-à-dire que tant que la musique bat son plein, on se laisse porter le plus haut et le plus longtemps possible
Sur des thématiques, pour te prendre un exemple, nous chez Zone Bourse, on est investi sur toutes les thématiques des matériaux de base et des semi-conducteurs depuis la fin de l'année dernière. On voulait justement jouer ce scénario 2021 d'une reprise de la croissance forte, d'une hausse des métaux, etc. J'en achèterai pas maintenant, au cours actuel. Voilà. Donc là-dessus, sur ce type de position-là, on se laisse porter et on surveille. Après, depuis 2-3 mois, par exemple, on avait proposé tout ce qui était biens de consommation, mais récréatif. Donc on allait acheter du Piaggio, des scooters en Italie, comme on allait acheter du Axel Group à Amsterdam, qui est spécialisé dans les vélos, Malibu Boat aux États-Unis, qui fait des bateaux de sport. Donc tout ce qui était récréatif. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est une thématique qui a bien fonctionné et qui pourrait encore continuer dans les semaines, les mois qui viennent. Trigano aussi pour les caravanes, Katana pour les bateaux, enfin tu vois tout. Enfin, là où les gens vont vouloir dépenser pour se faire plaisir après cette année très difficile. Pour investir là, maintenant, tout de suite, sachant que nous on est investi à 100%, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de faire une rotation vers des dossiers défensifs de qualité. Et on va vers deux types de dossiers, deux types de secteurs. La consommation, l'agroalimentaire, et notamment les marques de bière, hein, parce qu'en terrasse, voilà, aujourd'hui on boit des bières. Mais si tu regardes les cours de bourse de Heineken, Carlsberg ou encore Ricard en France, on est sur des records historiques. Donc ça, c'est des thématiques qu'on aime bien. Où on va aussi chercher des dossiers défensifs où il y a une croissance relativement faible, mais vraiment une solidité du business et une belle rentabilité, comme par exemple Austevoll, qui est un des leaders du saumon en Norvège. Oui, Voilà. c'est un marché de niche. Donc on va chercher comme ça des marchés de niche défensifs. Et puis le deuxième secteur, ça va être les télécoms. Les télécoms, où on va aller chercher par exemple un dossier comme Ericsson, où on a une croissance stable sur les années passées, selon les analystes, pour les années à venir, avec une belle rentabilité. Et on pense en fait que les acteurs vont sortir un petit peu de toutes les valeurs de forte croissance et revenir plutôt vers des valeurs de faible croissance, plus qualitatives, plus solides, peut-être justement par peur de secousses sur les marchés, auquel cas ces titres-là pourraient soit surperformer et quand même tirer leur épingle du jeu, soit en tous les cas beaucoup moins baisser que le reste. Surtout que beaucoup de groupes télécoms proposent des dividendes relativement intéressants, C'est vrai. copieux. Oui, Donc, ce qui permet d'attendre que la bourse revienne à meilleure fortune. effectivement. Et se dire qu'on n'a pas tout perdu. Donc, plutôt tout de même de la prudence dans l'allocation, finalement, de la souplesse tout de même. Donc, il faut se préparer, si on veut être tout de même un investisseur assez réactif à des rotations sectorielles assez importantes. Oui. Pour le moment, c'est plutôt, on se laisse porter par les tendances en cours, on profite finalement des vents porteurs de la reprise pour jouer les valeurs de consommation. Ceux qui ont des semi-conducteurs restent dessus, selon Voilà, on se toi. laisse porter jusqu'à ce qu'il y ait une alerte digne de ce nom. Et si d'aventure on a une alerte, eh bien on attend les 10-15% de baisse pour se renforcer. C'est ça, historiquement, lorsqu'on a un segment de baisse de 10%, pour prendre un chiffre rond, là on peut commencer à réintervenir. Et en fait, la période actuelle est propice à l'investisseur néophyte ou à celui qui a encore une poche de cash ou à celui qui vient d'ouvrir son compte hier, parce qu'on va justement pouvoir prendre des dossiers de qualité et essayer de définir quels seraient des seuils d'achat attractifs en cas de correction. Et j'ai aujourd'hui beaucoup de lecteurs, de clients qui s'amusent à ça, qui me disent voilà, j'ai une part de cash assez importante, j'ai trouvé des dossiers qui me conviennent parfaitement, par contre je les veux 15% sous les cours actuels. Ce qui est une bonne stratégie. Je pense. Stratégie de la patience et de la lenteur. Nicolas, merci. Merci beaucoup Vincent.